Ouais, ce terme de naufrage, Donald Trump au bord du naufrage, après les événements de ces derniers jours et entre autres ceux de hier que vous avez vécu en direct sous forme de breaking news, en fait, rentre dans une enquête générale que vient de proposer Politico ce matin, qui nous explique que du côté de la Maison Blanche, on est au bord de la dépression en ce moment, qu'il y a toute une série d'informations avec, entre autres, les décisions judiciaires, les sondages qui sont catastrophiques, la rébellion au niveau des élus, Ouais. et on va en parler des élus à la fois, des élus républicains à la fois du Sénat et du Congrès, et le fait qu'on n'arrête pas de gagner la guerre en Iran. Alors, tellement qu'on la gagne, elle ne s'arrête pas. Non, le fait qu'on on est dans les sables mouvants, vous allez voir, c'est l'expression utilisée, on est dans un moment, on se dit, bah voilà, il n'y a rien qui marche. On est un petit peu dans le caca. C'est le titre, hein. S'il y avait eu un emoji, je l'aurais utilisé, mais cet emoji n'existe pas. Donc, je l'aurais utilisé, mais on est dans cette situation-là où, en plus de ça, Donald Trump, qui est obsédé, vous le savez, pas que par les jeunes garçons bien musclés, il est aussi obsédé par tout ce qui est salle de bal, arc de triomphe, fête du 250e anniversaire. Il paraît d'ailleurs, d'après plusieurs sources, que Donald Trump, quand on vous a dit qu'il n'était pas content et qu'il l'avait mis du ketchup sur les murs, c'était en dessous de la réalité. Il paraît qu'il a hurlé en utilisant plusieurs fois des mots qui commencent par F. Je ne sais pas ce que ça veut dire en ne comprenant pas comment cette situation était arrivée et en expliquant qu'il était humilié. Et oui, pour une fois, on partage l'analyse de Donald Trump. Et donc, on est dans cette situation où le Parti républicain, à travers Donald Trump, hein, dans l'optique évidemment des élections de mi-mandat, les fameuses midterms du 3 novembre prochain, sont... cette photo est folle. Tout ça, sont dans un stress. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais on va y revenir. Sont dans un espèce de stress complet en se disant mais comment on sort de ce naufrage. Mais avant de poursuivre l'article de Politico, de rentrer dans les détails, de savoir ce que il se passe au niveau du Sénat, mais aussi au niveau de la Chambre des représentants, où vous allez voir qu'il y a une panique organisée par rapport à 2 votes qui vont arriver cette semaine. On va y revenir. On va aller sur Fox News pour un moment, encore une fois, de petite gêne Fox News où on a invité, alors on est sur le plateau de Sean Hannity, qui est accompagné de Kellyanne Conway. Vous allez voir Kellyanne Conway qui a passé beaucoup de temps du côté de Mar-a-Lago. Je dis ça parce qu'il y a des spécialistes à côté de Mar-a-Lago, c'est assez connu. Dr. Miami. Pardon? Dr. Miami. Exactement, Dr. Miami, là où tu vas et que d'un coup tu ressembles soit à Trey Gowdy, soit tu as 10 ans de moins. Donc ça va être à vous Pile de ou voir. face. C'est à pile face, mais ce moment de gênance absolue où et encore il va vite se rattraper, face à Sean Hannity, il y a Tory. Tory, le prénom m'échappe, excusez-moi, c'est un sondeur républicain. D'accord? Républicain. Il a eu son moment de gloire en 2016 parce que c'était le seul qui, tout le temps, de manière constante, expliquait que Donald Trump allait battre Hillary Clinton au moment où les sondages n'avaient pas réussi à voir cette vague qui arrivait, qui allait apporter Donald Trump au pouvoir en 2016. Lui, ça a toujours été le cas. Bon, il a dit aussi qu'en 2020, Donald Trump allait battre Joe Biden. D'ailleurs, ces conclusions ont été utilisées par Donald Trump pour dire mais regardez, la preuve que l'élection a été volée, c'est que le sondeur qui avait raison en 2016, il s'est trompé en 2020. Donc, ouais, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un monde d'illusion qui est celle de Sean Hannity, ami personnel de Donald Trump,
évidemment, les élections qui arrivent, ça va être un triomphe républicain. Obligé. Les élections obligées. Les élections qui arrivent vont être un triomphe républicain. Donc, du coup, Sean Hannity demande quels sont les États que les républicains vont prendre aux démocrates. C'est quoi les opportunités de pick-ups? Vous allez entendre ce mot-là. Et là, vous allez voir que première partie de la réponse, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'apparemment, d'après les chiffres que j'ai, les républicains ne veulent même pas aller voter. Vas-y, Thomas. So I do think when you step back. What about New Hampshire, Matt? What about Georgia? What about Michigan? Do you see pickup opportunities there? Well, right now, I'll tell you, Sean, it's too early for us to say. I'm concerned about one thing, and that is Republican turnout. In Georgia, Democrats turned out 150,000 more early voters than Republicans in the red state of Georgia. That's not a good sign to me. I think more has to be done now to lay the groundwork. And I also say one other thing. I don't think enough of President Trump's achievements are being put out there for the general public to see. They see this mirage that's created by the liberal media. They hear nothing but war. The president has achieved phenomenal things, including, by the way, the stock market hitting another record, I think, today. But you don't hear about it. And I think the Republicans need to start making that case, whether they have to buy ads or whatever, right now, because it's going to be too late in October and November. All right, Matt Towery, Kellyanne, good to see you both. Thank you. Kellyanne Conway, je sais pas ce qu'elle faisait là. Non, on sait pas. On sait pas. Elle non plus d'ailleurs. Non, elle non plus. Elle était un peu perdue. Mais bon, c'est jamais bon signe quand vous demandez quels sont les États que vous allez prendre. Et première partie de la réponse, c'est trop tôt pour en partir. Deuxième chose, je suis inquiet. Troisième point, en fait, c'est les Américains, c'est le public, ils ne sont pas assez au courant des succès de Donald Trump. Est-ce que vous avez vu le Dow? C'est à peu près ça. Et puis, évidemment, ce rappel qui est celui que je vous dis depuis le début du mois d'avril, en vous disant c'est maintenant que cette élection est en train de se jouer. C'est pour ça que en ce moment, ce sont des mois qui sont extrêmement importants pour marquer l'opinion. Et donc, ce sentiment de ce naufrage électoral qui arrive, cette espèce de tsunami, etc., etc. On en a beaucoup parlé, on fera d'autres émissions sur le sujet. Évidemment, on va retourner dans l'article de Politico, évidemment, est au cœur de cette dépression au niveau du clan MAGA. Vous allez voir de la Maison-Blanche, mais pas que. On va lire ce qu'en pense quelqu'un comme Steve Bannon, par exemple. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc, en disant, les premiers jours, les premières semaines du mandat de Trump, c'était The Days of Thunder, les jours des éclairs, du tonnerre, en tout cas, où tout allait bien. Et là, après de 500 jours de son mandat, on se rend compte que ses plans politiques n'avancent plus au Congrès, qu'il a lui-même d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, il a lui-même affaibli, il a fait que les élus du Congrès se sont retournés contre lui, qu'au-delà de ça, il y a la guerre en Iran, que Russie et Ukraine, vous avez vu ce qui s'est encore passé la nuit dernière du côté de Kiev, il y a rien qui avance, il y a toutes ces décisions judiciaires qui vont contre lui, et entre autres, on revient évidemment, on va en parler de cette caisse noire, mais aussi le Kennedy Center. Ce qu'on apprend dans l'article, c'est que c'est une décision qui vraiment a blessé Donald Trump. Il ne s'y attendait pas. Écoute, on l'a vu avec sa réaction sur Tucson, sur le gars, il était profondément choqué. Et quand tu lis son message, tu te dis, j'exagère un peu, mais il a deux doigts de pleurer. Ouais, mais oui, il a pleuré à mon avis. Hein. Non, mais quand le président est là à dire attendez, mais c'est pas juste. Moi, je voulais être sur le bâtiment, et si c'est ça, je m'en vais. Ouais. Voilà quoi. Non. Donc tout ça, c'est une accumulation. On va continuer dans l'article.
Et regardez, évidemment, on termine, hein, vous voyez toutes ces émissions qu'on a fait, et entre autres, il y a plusieurs vidéos, allez les voir sur ce fiasco historique de ce concert. On se dit, ah, c'est juste des histoires qui sont juste amusantes. Non, non, non. Vous voyez que tout ça, ça vient impacter la Maison-Blanche et qu'on en est au moment, ouais, c'est Calimero, exactement ça, on en est au moment où on se dit, voilà, en fait, plus personne, c'est vivement les vacances, quoi. Il y a un burn-out à l'intérieur de la Maison-Blanche et on est en train de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas renvoyer tout le monde et changer tout le monde, ce qui a déjà été plus ou moins essayé ces dernières semaines, en disant, ça va remettre un coup d'énergie, ça va nous remettre en avant, mais non, ça n'avance pas, principalement parce que Donald Trump, on vous a raconté ça hier, on a 2 vidéos qui sont sorties sur le sujet, Donald Trump n'a pas les cartes en main par rapport à l'Iran. Il y a cette période d'instabilité et les Iraniens ne sont pas prêts à abandonner leur pouvoir que Donald Trump vient de leur offrir. Et résultat, on est piégé du côté de l'Iran. Et c'est la première fois qu'on voit ces mots-là. Si tu peux aller sur l'article suivant, je pense. Non, c'était le 4, peut-être. Voilà, excuse-moi, l'extrait suivant. Où regardez cette déclaration en disant, ben voilà, l'administration est en train d'être rongée par le conflit. Donc, il y a une fatigue et ils savent qu'il n'y a rien qui se passe, hein, malgré les déclarations de Donald Trump qui, depuis aujourd'hui, c'était l'anniversaire officiel des 15 jours depuis que Donald Trump avait dit qu'on était à un jour d'avoir un accord avec l'Iran. Je vous rappelle qu'il n'est pas allé officiellement au mariage de son fils il y a 2 semaines parce qu'il y allait avoir un accord. Et je vous rappelle que samedi, il avait fait ce message-là sur Truth Social, il rentrait en réunion avec son conseil de sécurité nationale pour prendre la décision. C'était samedi, on est mardi, Donald Trump n'est plus apparu depuis le 27 mai. Mais bon, et donc en disant, ben voilà, on n'arrive pas à communiquer sur autre chose parce que c'est le sujet qui inquiète tous les Américains à cause des conséquences. Et résultat, regardez cette phrase, on est coincé dans les sables mouvants de l'Iran. C'est un constat d'échec qui tranche tellement avec le discours public de l'administration Trump. Ouais, n'oubliez pas, ça c'est quelqu'un dans la Maison-Blanche ou proche de Trump qui dit ça. Et encore une fois, l'Iran, c'est quelque chose qui est imposé par Trump et tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose hors le contrôle de Trump ou hors sa volonté. Tout le monde, même les MAGA, peuvent avouer que l'Iran, c'est la décision et la volonté de Trump. Exactement, donc on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée et puis regardez, hein, c'est pas que votre sentiment en regardant l'émission, parce que je suis allé revoir entre autres les commentaires que vous avez postés. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont posté des commentaires sous nos vidéos et que tout le monde, et entre autres c'était dans le chat, Cody, tu peux certainement le confirmer hier, qui avait ce sentiment depuis quelque temps de succession de défaites pour Donald Trump. Oui, c'est que quand on voit défaite après défaite pour Trump dans tellement de secteurs différents, que ce soit dans les élections partout autour du pays, que ce soit bien sûr, là on vient de voir décision après décision de juges différents pour des choses complètement différentes aussi, de voir ces défaites-là. Et juste de voir qu'on a ce sentiment que le pays se tourne de plus en plus contre Trump et que c'est de plus en plus vocal, qu'il n'y a pas cette peur d'être contre Trump et que maintenant c'est vraiment, qu'on soit au Texas, en Géorgie, dans n'importe quel État rouge, on est prêt à être contre Donald Trump. Ouais, non, c'est exactement ça. Et Politico, encore une fois, c'est pas The Daily Beast, c'est pas un média anti-Trump. On sait que le patron de Politico avait demandé à ses employés de prier pour différentes raisons pour une victoire pour Donald Trump. Et Politico, d'avoir cette phrase en disant que alors que son second terme est quasiment terminé à moitié, on arrive déjà... Tant mieux. On arrive déjà à la moitié du mandat de Donald Trump. Les défaites sont en train de s'additionner aux unes et aux autres. Et quand vous avez quelqu'un comme Steve Bannon
qui en parle publiquement en disant mais est-ce que c'est ça le truc? Est-ce que c'est comme ça que ça est en train de se terminer? Est-ce que c'est ça la fin? C'est quelqu'un qui a encore quelques mois parlé d'installer MAGA pour peut-être un siècle à la tête des États-Unis et dit bon voilà mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça se termine dans cette espèce de silence progressif où on disparaît peu à peu dans la lumière, parce que c'est un petit peu le sentiment qu'on a en ce moment, ou est-ce qu'il y a un bang, il y a une explosion à la fin? Be there, be wild. Donc, ça, c'est du côté de Steve Bannon. Il dit, mais regardez, par contre, au Texas, il est arrivé. Et donc, évidemment, on commence à pointer du doigt et il dit, ben voilà, la première chose qu'il faut que Trump fasse, c'est de virer John Thune, qui est le patron des Républicains au Sénat. Et quand on voit que c'est encore un signe, en tout cas, qu'on est en train de se cannibaliser au sein des Républicains, où on ne dit plus, c'est ce qu'on devrait être. On est à quelques mois des élections. À partir du mois d'octobre prochain, les Américains vont voter. On devrait faire deux choses du côté de l'ensemble des Républicains. C'est mettre en avant le bilan de Trump et pourquoi pas mettre en avant uniquement des choses où ils estiment qu'il y a un succès, comme la frontière, par exemple. C'est un thème qui est payant. Je suis persuadé que c'est le thème qui va être utilisé principalement au Texas par Ken Paxton, d'ailleurs. Et puis, la deuxième chose, c'est d'attaquer des républicains. Non, là, on est en train de se dire, il faut virer dans la deuxième chose, attaquer des démocrates. Et donc là, on en est à se dire, non, il faut virer un tel ou tel républicain. Si ça va pas, c'est un tel républicain. Et c'est des choses, on va le voir avec Bill Pulte dans quelques secondes, qui sont faites en permanence et qui ont été faites ces derniers mois. C'est, on a un problème avec ICE, on va virer Kristi Noem. Il y a toujours un problème avec ICE. On a un problème avec l'affaire Epstein, on va virer Pam Bondi. Il y a toujours un problème avec l'affaire Pam Bondi. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on refuse de s'attaquer à la racine des problèmes qui sont des choix politiques et qui sont celles de celui qui représente ces choix politiques. L'Iran, comme tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Thomas ou Cody l'ont dit, c'est un choix de Donald Trump. Et donc, le problème, c'est Donald Trump. Que Donald Trump parle en permanence de sa salle de bal, parle en permanence de ses travaux à la Maison-Blanche, qui va du lac du côté du Lincoln Monument jusqu'à une arche de triomphe, un arc de triomphe, c'est les choix de Donald Trump. Mais on voit que, évidemment, on hésite à condamner Donald Trump. Donc, résultat, on préfère se détruire. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. On est en train de vivre une période de cancer, si vous voulez, au sein du groupe MAGA, qui est en train de les ronger peu à peu à l'intérieur. Et regardez, lorsque on est en train de parler de Donald Trump, vous voyez que pour la première fois, on est complètement dans le lame duck. On commence même à douter de ce qui était le point fort de Donald Trump, qui était non seulement son contrôle sur le Parti républicain, mais le fait qu'il avait réussi à connecter avec des Américains qui étaient toujours là pour lui. On pouvait l'accuser des pires crimes dans l'affaire Epstein, il pouvait être condamné par la justice, non, il avait un capital politique. Et là, on est en train de se dire, on est vraiment dans le Trumptanic, on est en train de se dire, et pour la première fois, mais est-ce qu'il a vraiment du capital politique? Est-ce que les Américains l'aiment? Ou est-ce qu'il l'utilise? Il l'utilise mal, hein, qui est en gros une porte de sortie. Voilà, exactement, une porte de sortie. Et après aussi, j'aime bien ce rappel que tout ça, on est à quelques semaines de l'anniversaire de Trump, on est à moins de 2 semaines, et tout cet été, qui était censé être l'été de Trump, de triomphe, exactement, on allait dire, voilà, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est président, je suis au pouvoir, j'ai tout qui marche pour moi, j'ai mis en place mes affaires. Tout cet été, on va que parler de moi et le festival de moi des États-Unis. Et à la place, on a ce sentiment qu'on est bloqué, en train de perdre tout. C'est vraiment l'opposé de ce que ce moment était prévu. Ouais, et je ne sais pas si je l'ai prévu si j'ai gardé
cet extrait ou si c'est dans un autre dossier, un autre article, c'est que ce qui est extrêmement important, c'est que, vous le savez, je vous ai raconté comment ces célébrations du 250e anniversaire font partie de la stratégie électorale de Donald Trump. Pour l'instant, c'est un flop et je ne suis pas persuadé que les images du côté républicain, on est convaincu que les images du combat UFC du 14 juin prochain vont faire que les Américains vont être en admiration par rapport à Trump. Je ne suis pas persuadé que ça va être le cas, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces articles rappellent, et ce sont des républicains qui parlent, encore une fois, des proches de Donald Trump, que c'est le dernier événement positif pour Donald Trump. C'est le dernier avant les élections. Regardez, c'est les derniers good days pour son administration. Profitez. Parce que ensuite, on va rentrer dans le dur de la campagne et du côté de l'administration Trump, on est persuadé que les démocrates vont gagner les élections au minimum à la Chambre. Et là, vous pensez que là, c'est dur en ce moment? ouais, et là, c'est l'enfer qui va débuter. Et la déclaration est assez claire en disant mais je crois que les républicains n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ça, ils vont vivre un enfer. Et c'est exactement comme nous le dit Suzanne à l'instant, belle remarque. Ils vont vivre un enfer à partir du 1er janvier prochain, lorsque les démocrates auront le pouvoir de les convoquer sous serment. On pense évidemment à des Tom Blanche, à des Pam Bondi, à des Kash Patel, en disant « Ouais, vous pouvez pendant un petit moment essayer de refuser, mais à la fin, vous ne pouvez pas. Le réveil va être difficile. » Et puis, en leur disant qu'ils vont avoir un examen protologique, vous comprenez de quoi on est en train de parler. Ils vont vivre l'enfer. Donc, c'est en ce moment-là, ce mois de juin, ça devrait être un moment de célébration pour l'administration Trump. Ça devrait être un moment de célébration. On est en charge, comme l'a dit Thomas, on a tous les pouvoirs. Il y a l'anniversaire du 250e anniversaire, anniversaire de la création de la déclaration d'indépendance. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, 60% des Américains en ont rien à faire. C'est le dernier sondage, je crois que c'est YouGov. Tout ça, ça devrait être le meilleur moment. Et vous êtes avec nous, vous l'avez vu hier, vous l'avez vu ces dernières semaines, vous avez vu cet article de Politico. Dans la réalité, c'est la dépression, c'est le pire. On se retrouve tout de suite après.